Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée franchement provocatrice du philosophe Jean-Claude Michéa. L'idée de base, c'est que le niveau baisse à l'école. Bon, ça on l'entend partout. Mais et si ce n'était pas un accident? Et si c'était carrément une nécessité absolue pour faire tourner notre économie de consommation mondialisée? C'est une perspective qui bouscule pas mal d'idées reçues, alors préparez-vous, on va relier l'économie pure et dure au banc de l'école. Au programme aujourd'hui, le déclin de l'intelligence, le mythe du marché, le fameux paradoxe de mai 68, le piège du tititainment et pour finir, ce qu'on appelle l'école à trois vitesses. Notre point de départ, c'est ce livre, L'enseignement de l'ignorance de Jean-Claude Michéa. C'est une vraie petite enquête sociologique. Michéa y décortique le lien assez complexe entre la baisse de l'esprit critique et l'expansion sans fin de ce qu'on appelle le marché libre. En fait, l'idée, ce n'est pas juste de critiquer l'école, mais de comprendre comment l'économie façonne un peu en sous-marin les esprits dont elle a besoin pour tourner. Section 1, le déclin de l'intelligence. Observons d'abord le symptôme. Avant de chercher les causes, il faut poser le diagnostic. Et là, l'auteur s'appuie sur le sociologue Christopher Lasch, qui, tenez-vous bien, écrivait ça dès 1979. Son constat est brutal. L'éducation de masse n'a pas vraiment tiré tout le monde vers le haut. Pire, elle a créé de nouvelles formes d'ignorance. On remarque que les étudiants ont de plus en plus de mal à formuler des pensées précises, à retenir l'histoire ou même à faire des déductions logiques basiques. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Ce qui nous amène directement à cette question qui est un peu vertigineux. Ce déclin généralisé, est-ce que c'est un gros dysfonctionnement de notre société ou bien au final, est-ce que c'est exactement le but recherché? Est-ce que l'ignorance serait devenue indispensable au système? Gardons bien ça en tête pour la suite. Section 2, le mythe du marché. C'est parti pour un peu d'histoire. Pour comprendre le problème actuel, il faut carrément remonter aux racines même du capitalisme. Les penseurs de l'économie politique ont dû inventer un concept, un humain théorique, pour que leur modèle fonctionne. C'est l'homo economicus. Imaginez un atome social, quelqu'un de purement rationnel, qui ne pense qu'à son intérêt personnel, qui calcule tout, et surtout qui n'a aucune attache. C'est l'individu nomade par excellence, parfait pour s'adapter à l'offre et à la demande, sans que la culture ou la morale ne viennent le freiner. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe vraiment fascinant. Regardez bien. D'un côté, pour qu'une société humaine survive, elle a besoin de ce que George Orwell appelait la décence commune. Donc l'honneur, l'entraide, le sens du sacrifice, les liens forts. Mais de l'autre, le capitalisme chimiquement pur, lui, il exige tout l'inverse. Il veut du calcul égoïste, la mobilité totale et zéro attachement. En gros, le système a besoin de valeurs humaines pour exister, mais il passe son temps à les détruire pour s'étendre. C'est fou, non? Section 3, le paradoxe de mai 68. L'élément déclencheur culturel. Alors, qu'est-ce qui a fait sauter ces fameuses barrières traditionnelles? L'analyse pointe vers les années 60 et plus particulièrement vers mai 68. On connaît tous ces slogans par cœur, jouissez sans entrave, tout et tout de suite, il est interdit d'interdire. À la base, l'intention, c'était vraiment de se libérer d'une autorité très pesante. Mais le résultat, sur le fond, c'est que ça a aussi balayé d'un revers de main toutes les obligations morales et culturelles qui encadraient encore les comportements humains. L'ironie de l'histoire, elle est là et elle est de taille. Ces slogans profondément anticapitalistes se sont transformés en slogans publicitaires absolument parfaits. En détruisant l'idée même de contrainte, d'héritage ou de morale, on a, sans le vouloir, déroulé le tapis rouge au consommateur idéal du marché libre. Un individu qui veut tout de suite, libéré de toute culpabilité et prêt à consommer, sans entrave. Section 4, le piège du tititainment. Passons à la réalité géopolitique. Faisons un petit bond dans le temps. En septembre 1995, à San Francisco, 500 des plus grands leaders économiques et politiques de la planète se réunissent très discrètement à l'hôtel Fairmont. L'objectif de cette réunion? Discuter de l'avenir du système capitaliste mondial et de la manière dont on va concrètement gouverner le monde au XXIe siècle. Le consensus de cette réunion donne un peu froid dans le dos. Les participants estiment qu'avec la mondialisation et l'automatisation, l'économie mondiale n'aura besoin que de 20% de la population pour fonctionner à plein régime. 20%! Ce qui veut dire que mathématiquement, 80% de l'humanité va se retrouver sur la touche, jugée économiquement superflue. La vraie question politique est donc devenue comment on fait pour éviter que ces 80% ne se révoltent? La réponse, c'est Zbigniew Brzezinski, un ancien conseiller stratégique américain qui l'a formulé avec un concept complètement glaçant, le tititainment. C'est un mélange extrêmement bien dosé de divertissement totalement abrutissant et d'alimentation juste suffisante. L'idée, c'est de garder ces 80% de superflu bien dociles devant leurs écrans, l'esprit anesthésié. C'est le fameux du pain et des jeux des Romains, mais version ingénierie sociale à l'échelle mondiale.
Section 5, l'école à 3 vitesses. De retour dans nos salles de classe. Alors, comment tout ça se traduit concrètement pour nos enfants? L'analyse aboutit à une prédiction assez logique pour le XXIe siècle. Le modèle de l'école unique explose pour laisser place à un système à 3 vitesses. Le niveau 1, c'est pour l'élite. Là, on garde la pensée critique, la culture classique, l'exigence. Le niveau 2, c'est pour les techniciens moyens. On leur donne des compétences pratiques, souvent sur ordinateur, qui seront obsolètes dans 10 ans. Des travailleurs perpétuellement recyclables. Et le niveau 3, pour la masse des 80%, eh bien, l'école ne transmet plus de savoir. Ça devient une immense garderie où l'on enseigne littéralement l'ignorance pour s'assurer qu'il reste des consommateurs bien obéissants. Concrètement, ça donne quoi pour ces 80%? Le texte identifie 3 étapes redoutables. 1. On dissout la logique pure, ce qui fait qu'on ne peut plus distinguer l'essentiel de l'accessoire. 2. On remplace la véritable éducation civique par une sorte de consumérisme très procédurier qui fabrique des individus hyper facilement manipulables. Et 3. Le prof n'est plus du tout là pour transmettre un savoir profond. Il devient un simple animateur de débat. L'école mute en un grand parc d'attractions, sympa, mais vide de repères. Et nous voilà à la fin de notre exploration, face à une réflexion assez vertigineuse. Si le système économique a structurellement besoin de l'oubli et du divertissement abrutissant pour maintenir son statu quo, la donne change complètement. Est-ce que le simple fait de s'instruire, de s'accrocher à la logique, à la culture classique et à l'histoire, ce ne serait pas devenu l'acte de rébellion politique le plus puissant aujourd'hui? Cultiver son esprit critique, au final, ce n'est peut-être plus juste du développement personnel. C'est de l'autodéfense intellectuelle. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour creuser un nouveau sujet.